Donc, en guise d'introduction à cette journée d'études, je vous propose un tour d'horizon des différents fonds permettant de retracer un parcours individuel dans la résistance, en insistant plus particulièrement sur deux séries d'archives. La sous-série CESP, donc les dossiers d'homologation conservés ici à Vincennes, ainsi que les dossiers de combattants volontaires de la résistance. Donc, les dossiers administratifs conservés au SHD dans la sous-série CESP sont souvent la base de toute recherche sur un parcours individuel. D'autant plus si l'on ne sait absolument rien des lieux d'activité résistantes ou de l'organisation à laquelle l'individu appartenait. Ces dossiers permettent donc d'avoir un aperçu sur l'activité de la personne concernée, de connaître l'organisation à laquelle elle appartenait, les noms de ses responsables, et permettent ainsi une ouverture sur de nouvelles pistes de recherche. Ce fonds comprend environ 600 000 dossiers individuels regroupés en 5 familles. Donc, ces familles apparaissent sur les couvertures des dossiers. Donc, vous avez les forces françaises libres, les forces françaises combattantes, les forces françaises de l'intérieur, les membres de la résistance intérieure française, donc RIF, ainsi que les déportés et internés résistants, le plus souvent extraits des différentes familles précitées. Il faut savoir que les dossiers des FFL et des FFC sont les seuls à contenir des archives antérieures à la libération. Dans les dossiers des FFL, je vous en ai mis un exemple ici, se trouvent des fiches de situation avec des renseignements civils et militaires, quelquefois la photographie, les empreintes digitales, une fiche matriculaire et parfois l'acte d'engagement de la personne concernée. Dans les dossiers des FFC, se trouvent deux catégories de dossiers, on va dire, ceux des agents ayant été à Londres et ceux qui se sont engagés de France sans avoir quitté le pays. Les dossiers donc, des agents des FFC ayant transité par Londres contiennent des états signalétiques et des services, ce que vous avez, voilà, le premier document, des propositions d'avancement, des ordres de départ, des retours de retour de mission, etc. Pour ceux qui ne se sont pas engagés à Londres, lorsque vient l'heure de la démobilisation, leur chef de réseau remplit ou leur fait remplir une fiche établie par la DGSS, qui a pris le relais du BCRA, sur le modèle de l'état signalétique qui est présenté ici. Et en plus des classiques renseignements d'état civil, l'agent doit donner son nom, ses pseudonymes, son indicatif radio et tout renseignement qui permet de justifier son activité résistante. On y trouve aussi quelquefois des rapports d'activité. Les trois autres catégories de dossiers, donc FFI, RIF et DIR, renferment des dossiers de demande de droit, des questionnaires remplis par les demandeurs, leurs ayants cause ou par leur chef de résistance, ainsi que toutes les pièces justificatives nécessaires. Donc, les dossiers des membres des forces françaises de l'intérieur s'organisent autour de formulaires de demande de certificat d'appartenance et d'homologation de grade FFI. Vous avez ici un exemple de formulaire. Ce formulaire comprend 4 pages. La première page est consacrée aux renseignements d'état civil, aux occupations légales, civiles ou militaires, de juin 40 à la libération, donc la première page. 2 pages consacrées aux actes de résistance individuels ou collectifs. Et la dernière page est consacrée aux avis et décisions des commissions départementales et régionales d'homologation. À ces questionnaires sont souvent joints des pièces justificatives, donc certificats régionaux, cartes de FFI, attestation des chefs, tout ce qui peut prouver que l'individu a bel et bien participé à la résistance dans une unité ou un maquis. Ces dossiers peuvent également contenir des extraits de citations ou des mémoires de propositions pour des décorations. Donc vous avez là un mémoire de proposition, par exemple, au centre. Vous avez un certificat d'appartenance à la résistance intérieure française et un certificat d'appartenance aux forces françaises de l'intérieur. Les dossiers de la résistance intérieure française, donc RIF, sont constitués exactement sur le même principe. En cas de demande à titre posthume, un additif est ajouté au dossier. Donc c'est ce que vous avez ici, donc un additif de 2 pages. Il comprend des informations sur les lieux, dates, causes et circonstances du décès et sur les autorités ayant procédé à l'arrestation, sur le jugement, sur les lieux de détention en France ou en Allemagne de la personne concernée. Donc la liste de tous ces dossiers individuels avec leur cote est disponible sur le site internet du SHD, ainsi que sur le musée de la résistance en ligne. Il ne faut pas perdre à l'esprit que ces dossiers ont été constitués à la libération par une autorité militaire et que le principal but était de verser une pension militaire. Les engagements se rapprochant le plus de ceux des combattants réguliers ont donc été privilégiés, à savoir les FFI, les FFC et les FFL. Ainsi, certains acteurs de la résistance, dont les actions étaient plutôt orientées par exemple vers la propagande, n'apparaissent pas dans ces dossiers.
Il faut également souligner la grande disparité de ces dossiers dont le contenu peut varier d'un simple feuillet à une centaine de pages, voire plus. Et c'est donc, entre autres, pour compenser certains de ces biais qu'a été institué en 1949 le statut de combattant volontaire de la résistance, que nous aborderons dans quelques instants. Avant cela, je voudrais évoquer aussi les autres fonds qui sont conservés au SHD et qui permettent de compléter cette série CESP. Donc, les résistants qui ont été membres de réseaux de renseignement ou d'évasion peuvent disposer d'un autre dossier, dont la liste est également consultable en ligne, dans les sous-séries 28P4 et 28P11. Là aussi, les listes indiquent la cote du dossier à commander. Donc, dans la sous-série 28P4 se trouvent des dossiers individuels d'agents de réseau comprenant à la fois des archives du BCRA datant de la période 42-44, avec un peu de chance, on y trouve même quelquefois des faux papiers, et des questionnaires d'après-guerre, 1944-45, sur leur activité résistante. La sous-série 28P11, quant à elle, comprend plus de 16 000 dossiers individuels constitués par le BCRA pendant la guerre. Mais ces dossiers ont souvent été expurgés de certaines pièces au profit d'autres fonds, et quelquefois on n'y retrouve que de maigres éléments. Donc ces recherches peuvent être complétées en consultant les dossiers d'homologation des unités, donc des réseaux, en série 17P, des mouvements 18P ou des maquis dans la série 19P. Certains liquidateurs de mouvements et réseaux ont également déposé au service historique de la Défense leurs archives privées, dans lesquelles on peut aussi trouver des dossiers de liquidation. Donc je ne vais pas insister sur le sujet, parce que Nicolas Texier développera le sujet tout à l'heure. Je fais également ici un aparté pour signaler l'existence de dossiers individuels de liquidateurs aux Archives nationales. Patricia Julet en parlera. Au Musée de la Résistance nationale de Champigny-sur-Marne, qui conserve notamment les fonds de liquidation de l'OS, du FN et des FTP, ainsi qu'à la Contemporaine à Nanterre, donc l'ex-BDIC, qui détient les archives du mouvement Tourma-Vengeance. En ce qui concerne les victimes, cette fois-ci de la Seconde Guerre mondiale, je ne vais pas non plus m'étendre sur le sujet, mais le DAVCC à Caen, donc une antenne du SHD, conserve les dossiers individuels des résistants internés et déportés, ayant obtenu la mention mort pour la France, et les dossiers individuels des personnes déplacées, notamment les déportés. Alain Alexandra en parlera également dans quelques instants. Après la série CESP du SHD donc mentionnée précédemment, l'autre grande série de dossiers individuels est constituée par les dossiers de demande de carte du combattant volontaire de la résistance. Mais il n'est possible de trouver ces dossiers que si vous connaissez le département dans lequel l'intéressé a pu déposer sa demande. Les dossiers nominatifs correspondant à ces cartes sont selon les cas assez fournis en renseignements sur les activités dans la résistance et comprennent généralement une ou plusieurs attestations. Donc, outre les éléments d'état civil, le formulaire, dont je vous en ai mis également un exemple ici, comprend des informations sur la situation militaire de l'intéressé après le 17 juin 1940, sa situation civile sous l'occupation, ses blessures, citations, décorations, et surtout un résumé assez développé en général de ses activités résistantes. Ils sont joints à un certain nombre de documents, donc les copies d'attestation d'appartenance au FFC ou FFI que l'on trouve dans la série CESP, des citations et parfois des témoignages ou attestations de compagnons de combat. Il faut aussi noter que certains dossiers, comme ceux du SHD, sont vides, malheureusement, et de même que des résistants notoires n'ont jamais demandé la carte de CVR et n'ont donc pas de dossier. Donc, ces dossiers de CVR ont été reversés par les services départementaux de l'ONAC auprès des archives départementales. En ce qui concerne donc les dossiers nominatifs, il existe encore différents types de dossiers que je vais survoler rapidement. On peut citer les archives des forces du maintien de l'ordre, donc notamment tout ce qui concerne rapports de police, de renseignements généraux, de la gendarmerie, des services régionaux de police de sûreté, etc., ou les archives des brigades spéciales pour les archives de la préfecture de police, où on peut retrouver donc des dossiers individuels, les archives des juridictions françaises et allemandes, et les archives pénitentiaires, donc là qui se trouvent en général aux archives départementales. Donc là, vous pouvez aussi trouver des dossiers individuels de détention avec de nombreux éléments intéressants. Une recherche individuelle peut également porter sur les décorations. Donc si l'individu est compagnon de la Libération ou médaillé de la Résistance, vous pouvez vous adresser à l'Ordre de la Libération qui détient les dossiers. Lionel Dardenne va en parler également dans quelques instants. S'il a obtenu la Légion d'honneur ou la médaille militaire, vous pouvez demander à consulter son dossier individuel auprès de la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur.
Pour la Légion d'honneur, si cette personne est décédée avant 1977, son dossier est numérisé et est consultable sur le site des Archives nationales sur la base Léonore. Le SHD dispose également de quelques dossiers relatifs à l'attribution de décorations. Ces fonds ont été versés par le Bureau des décorations du ministère de la Défense. Ils concernent notamment la Croix du combattant volontaire 39-45 et la médaille de la France libérée. Enfin, en ce qui concerne la Croix de guerre, le Centre des archives du personnel militaire, CAPM, à Pau, à la caserne Bernadotte, conserve le fichier central des citations décernées depuis 1914. Donc là aussi, il est possible d'obtenir la copie d'une citation décernée au titre de la Seconde Guerre mondiale. Donc, parmi les différents types de dossiers que je viens de citer, il est possible pour un même individu de trouver un dossier de chaque type. Dans le numéro 88 de la lettre de la Fondation de la Résistance, qui vous a été remis dans votre dossier, donc, figure un article sur une résistante, Yvette Gouineau, résistante active au sein du mouvement Résistance, puis du comité d'antidéportation d'Yves-Farges. Donc pour la rédaction de cet article, plusieurs dossiers ont été trouvés, donc une petite synthèse rapide. Donc 2 dossiers au service historique de la Défense, un dossier aux Archives nationales dans les fonds privés donc du mouvement Résistance, un dossier de médaillé de la Résistance à l'ordre de la Libération et un dossier de CVR aux Archives départementales des Yvelines. Donc si ce parcours est exceptionnellement riche, le type d'information qu'Yvette Gouineau donne est représentatif de ce qu'on peut attendre, dans le meilleur des cas, des dossiers personnels, à savoir des activités précises, mais aussi des pistes pour reconstituer les relations tissées par le résistant et l'extension géographique de sa résistance. Donc je vous renvoie à la lecture de cet article pour de plus amples détails. Donc, en conclusion, l'exploration des dossiers individuels ne constitue bien entendu que la première étape d'une vraie recherche historique. Outre le fait qu'il convient de croiser ces dossiers entre eux et avec ceux des camarades cités par le résistant, ils ne prennent tout leur sens qu'avec en parallèle la lecture des ouvrages ou articles relatifs aux organisations à laquelle il ou elle a appartenu. En replaçant le parcours individuel dans une histoire collective, ces croisements et ces lectures seront essentiels pour mieux comprendre les motivations de l'engagement et l'expérience vécue. Je vous remercie.